matinée qui débute maintenant jusqu'à 12h30 environ, avec une ouverture par notre ministre de l'Habitat, et ensuite 2 interventions, donc une intervention de M. Pradella qui va nous parler des conditions d'habitat des femmes en Europe francophone et au Québec, et ensuite une intervention de Dominique Godbout, représentant du Québec, qui va nous donner quelques informations sur des interventions communautaires à la faveur des mères monoparentales et de leurs jeunes enfants. Nous ferons ensuite une pause et nous reprendrons avec 2 interventions à nouveau, plutôt donc là sur la partie africaine, sur le logement en Afrique, avec Mansour Tal de Nu Habitat qui nous présentera une intervention sur des politiques du logement plus inclusives des femmes, des jeunes et des femmes en Afrique francophone, et ensuite on aura le témoignage d'un opérateur, donc M. Abdelaziz Bounafla, qui nous présentera le dispositif marocain du Fogaré. Et on terminera par la déclaration de Dakar du réseau Habitat et Francophonie. Je redonne la parole à notre président, M. Mamadou Okas. Bienvenue. Monsieur le ministre au niveau urbain de l'habitat et du cadre de vie, Madame la vice-présidente du réseau Habitat et Francophonie, chers collègues administrateurs du réseau Habitat et Francophonie, Mesdames, Messieurs les membres, chers invités, chers amis. Je suis particulièrement heureux de prononcer ces mots d'accueil en ouverture de notre séminaire. Vous souhaitez une chaleureuse bienvenue au nom du réseau Habitat et Francophonie dans cette terre francophone du Sénégal. Notre réseau est présent dans 14 pays et comprend une 50aine de membres et acteurs et opérateurs de l'habitat social. Je ne m'étendrai pas plus longuement sur l'association et ses objectifs. Je vous invite pour ce faire à vous référer à la plaquette de présentation contenue dans le dossier qui vous a été remis. Par contre, je m'arrêterai quelque peu sur notre rencontre de ce jour. À la fin du mois de novembre, le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, recevra ses collègues chefs d'État pour le sommet de la francophonie au Sénégal, pays de feu Léopold Sédar Senghor, figure emblématique de la francophonie, le premier président de la République du Sénégal, et pays du président Abdou Diouf, deuxième président du Sénégal et actuel secrétaire général de l'OIF. Le thème de notre séminaire va porter sur les femmes et les jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement économique. Nous en avons directement mesuré à la fois la pertinence, l'ampleur, la complexité, et ce par rapport à nos centres d'intérêt au niveau des RHF. Nous avons approché les responsables de la préparation du sommet pour les alerter sur la dimension du logement, et de leur accord, nous avons pu mettre sur pied ce séminaire destiné à livrer une contribution s'inscrivant dans la préparation du sommet. C'est à cet effet qu'une déclaration finale à l'attention des chefs d'État sanctionnera nos travaux. Nous en remercions les plus hautes autorités de ces pays. Monsieur le ministre, je vous salue et vous remercie de l'honneur que vous nous faites en ouvrant notre séminaire consacré à la contribution des politiques du logement et du développement urbain à l'exercice des droits des femmes et des jeunes dans le monde. L'intérêt que vous avez accepté de porter à notre démarche est très encourageant pour nous, et nous serions heureux qu'elle serve à appuyer vos propres projets, en même temps que de transmettre aux plus hautes autorités nos remerciements les plus vifs pour leur écoute et leur ouverture. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour le sommet soulève de multiples questions. Celle de l'activité économique des femmes, de l'accès à l'emploi, au crédit, au microcrédit, et sous-jacentes les problématiques de la pauvreté, tant des femmes que des enfants. Celle de la santé, depuis des questions sanitaires jusqu'à la présence de dispensaires et de structures hospitalières et de qualité et en nombre suffisant dans les cités que nous bâtissons. Celle de la formation et de l'éducation, la présence d'écoles, de filières de formation et d'apprentissage, de centres sportifs, ce qui rejoint les problèmes de santé. Je me suis donc inquiété comme président du réseau, et avec moi tout mon conseil, du point de savoir si la question du logement allait être prise en compte, car ces approches sont souvent méconnues. Et pourtant, nous savons qu'elle est centrale par rapport à tout ce qui vient d'être dit. On peut même dire qu'elle est fondamentale, en ce sens qu'elle est la condition préalable et permanente. Sans toi, rien n'est possible. Sans logement décent, salubre,
comment être en bonne santé, ce qui renvoie à l'accès à l'eau potable, à l'évacuation et à l'assainissement des eaux. Sans lieu de vie facilitant l'étude, l'accès à l'école, aux services, des rapports sociaux sereins, comment imaginer une insertion dans la vie harmonieuse. C'est autant de questions que nous nous posons. En bref, car je pourrais développer encore, le bon logement dans un quartier correctement aménagé et une ville durable permet à ses habitants, aux femmes et aux enfants et à leurs familles d'être des vecteurs de paix et d'acteurs de développement. Quoique central, le logement social est souvent le parent pauvre des politiques, si je peux permettre cette expression. Voilà ce qui a conduit à la chef à mettre sur pied ce séminaire et à préparer la déclaration de Dakar. Nous demeurons convaincus, Monsieur le ministre, que vous ne ménagerez aucun effort pour porter très haut cette déclaration et en faire un acte fondateur auprès de la communauté des décideurs francophones. Mesdames et messieurs, le séminaire se déroulera en deux parties, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, présentant respectivement les problématiques dans la partie européenne et américaine de la francophonie et dans une deuxième étape dans la partie francophone de cet espace. Monsieur le ministre, en vous renouvelant toute notre gratitude, j'ai le plaisir et l'honneur de vous inviter à ouvrir officiellement notre séminaire. Je vous remercie. Et président du réseau Habitat et Francophonie, Mesdames, Messieurs, les administrateurs du réseau Habitat et Francophonie, Madame Gaëlle Rolic, secrétaire général du réseau Habitat et Francophonie, Mesdames, Messieurs, les membres du réseau Habitat et Francophonie, Messieurs les directeurs, je n'oublie pas mon ami, le directeur général de la TICAP, bien entendu, chers participants, chers invités. À l'instar de la plupart des pays en développement, le Sénégal est confronté à une urbanisation croissante et difficilement maîtrisable. En 1960, le taux d'urbanisation du Sénégal était de 23%. Le rapport de recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage de 2013, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, indique que ce taux est passé de 34% en 1976 à 39% en 1998, puis à 40,7% en 2002 et à 45,2% en 2013. Les projections du rapport État des villes africaines 2010, gouvernance, inégalité et marché foncier urbain, publié par ONU Habitat, indique que ce taux devrait passer à 46,46% en 2020 et à 52,55% en 2030. Si ces projections se confirment en 2030, un Sénégalais sur deux sera citadin. Cependant, au vu des tendances actuelles, cette prévision pourrait être dépassée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, vous conviendrez avec moi que nos villes posent aujourd'hui de nombreux problèmes liés au logement, au transport, à l'environnement, à l'accès aux services sociaux de base, etc. Dès lors, la gestion de la croissance urbaine, qui implique la mise en place d'infrastructures et de services adéquats pour des citadins de plus en plus nombreux et exigeants, devient une propriété des politiques publiques. Ainsi, Dakar, qui ne représente que près de 0,3% du territoire national, abrite plus de la moitié de la population urbaine et accuse un lourd déficit en logement estimé à 125 000 unités en 2010. Cette situation a entraîné l'occupation anarchique des zones périurbaines par des ménages qui ne parviennent pas à accéder au logement planifié. Donc, des logements spontanés, naturellement. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé de considérer cette situation comme une opportunité économique en mettant en place une politique de renouveau urbain et de production intensive de logements. En effet, l'augmentation de l'offre de logements sociaux constitue un moteur de croissance économique
et de compétitivité à long terme grâce à l'impact estimé à 11% du secteur du bâtiment et des travaux publics dans la formation du produit intérieur brut. Elle offre en outre des opportunités d'emploi directes et indirectes pouvant bénéficier aux jeunes et aux femmes. C'est ce qui justifie la présence de l'habitat dans les 6 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, qui est le document macroéconomique de référence traduisant la vision du chef de l'État. J'ajouterai, c'est la synthèse des politiques publiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers participants, ce sont là les orientations fortes du renouveau de la politique du logement social. L'objectif fixé dans le plan Sénégal émergent est la production de 15 000 unités d'habitation par an pour les 10 dernières années. Pour atteindre cet objectif, l'État compte sur tous les professionnels de l'immobilier, les promoteurs d'immobilier publics, les promoteurs d'immobilier privés, nationaux et internationaux, les coopératives d'habitat, les institutions financières. Dans ce cadre, mon département travaille sur les réformes nécessaires pour créer un environnement de la promotion immobilière plus adapté. L'installation du guichet unique pour l'autorisation de construire et la télédemande de l'autorisation de construire télédacte font partie des premières réformes. Vous avez vu qu'il y a 10 jours, nous avons généralisé ce télédacte à Pikine, Guédiawaye, Rufisque. Dakar était déjà bien parti. La révision du code de l'urbanisme et du code de la construction, le projet de loi d'orientation pour la promotion de l'habitat social, le projet de loi portant création du fonds pour l'habitat social devant alimenter à la fois le fonds de garantie pour l'habitat social et le fonds de bonification sont enseignés. Dans la même lancée, le gouvernement a entamé une vaste politique de désengorgement de la capitale pour le développement de nouveaux pôles urbains dans le triangle prioritaire Dakar-Thiès-Mbour. Par ailleurs, d'autres pôles urbains seront aménagés dans les régions de l'intérieur, en particulier dans les zones à forte potentialité économique. Cette politique consiste en une nouvelle stratégie de planification urbaine et de gestion de la croissance des villes au Sénégal. Cette politique consiste en une nouvelle stratégie de planification urbaine et de gestion de la croissance. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a d'ailleurs lancé récemment le pôle urbain de Diamniadio. Il en fera de même très prochainement pour le pôle urbain de Dakar-Holpa à IBD-Kirène. Il s'agit également de mieux articuler les politiques et législations du développement urbain existant au Sénégal à celles liées au développement territorial basé sur les zones de création de richesse. Ces pôles nouvellement créés intégrant les établissements humains existants contribueront à impulser le développement harmonieux de l'espace national dans le contexte de l'axe 3 de la décentralisation. De la même manière, cette politique volontariste du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, met au centre de ses préoccupations la prise en charge des besoins des couches défavorisées dans nos sociétés à travers une approche inclusive tenant compte entre autres des femmes et des jeunes. En effet, les femmes représentent 50,4% de la population globale sénégalaise et les jeunes de moins de 18 ans constituent la moitié de cette même population, sont les principaux bénéficiaires des politiques publiques de logement qui doivent leur permettre un meilleur accès aux services sociaux de base. C'est tout l'intérêt de ce séminaire, organisé par le réseau Habitat et Francophonie, dont le thème est contribution des politiques du logement et du développement urbain à l'exercice des droits des femmes et des jeunes dans le monde, auquel j'ai voulu apporter ma contribution limitée à l'expérience du Sénégal. Il me reste à souhaiter plein succès à vos travaux, dont les conclusions contribueront à enrichir les documents de travail du prochain sommet de la francophonie prévu en novembre 2014 à Dakar. Sur ces mots, je déclare ouvert le séminaire du réseau Habitat et Francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention.
sera atteint que si on prend en compte la dimension de l'habitat. Et aujourd'hui, je suis invité pour vous parler de la situation des pays francophones en Europe, pour vous dire aussi que ce problème, nous le partageons avec vous, avec les pays évidemment francophones du Sud, et mon exposé aura pour objectif de tirer un peu la sonnette d'alarme sur ce problème relativement important des conditions défavorables d'une partie de la population féminine en matière d'habitat. Alors, j'insisterai sur 3 points qui me paraissent particuliers et qui, selon moi, entretiennent un cercle vicieux relativement dangereux pour nos sociétés, pour l'émancipation sociale et les performances économiques de nos sociétés. Le premier, c'est tout d'abord la montée relativement importante des difficultés rencontrées par les femmes en situation de chef de famille monoparentale ou vivant seul. La deuxième grande difficulté que nous rencontrons est bien sûr les obstacles rencontrés à l'accession à la propriété, beaucoup plus graves rencontrés par ces populations, et donc une perte de sécurité et d'autonomie résidentielle qui en résulte pour ces personnes et pour ce groupe de population. Et enfin, c'est l'effort financier, toujours plus grandissant et toujours plus important pour une catégorie de femmes dans les pays francophones du Nord et particulièrement d'Europe. Alors, comme tout, alors je vais avoir un peu de difficulté par principe, voilà, merci. Je dois appuyer en même temps sur les slides, mais je vous remercie monsieur de suivre en même temps l'évolution de mon propos. Alors, pourquoi les femmes sont-elles plus désavantagées finalement que les hommes, ou en tout cas certaines femmes, plus désavantagées que les hommes en matière d'habitat? Quel cadre explicatif pouvons-nous fournir à cette situation? Ça, c'est le slide suivant. On peut résumer, ça va être un peu sportif, mais nous allons y arriver. Alors, si vous pouvez, oui. Ah, oui, le suivant. Voilà, merci beaucoup. Alors, ce cadre explicatif résume relativement bien le problème que nous rencontrons et sur lequel nous devons insister et trouver des modalités de coopération entre pays francophones. D'abord, c'est une transformation sociale très importante que nous rencontrons chez nous. C'est la montée de la monoparentalité, des familles monoparentales qui sont majoritairement dirigées par des femmes essentiellement. Bien sûr, ce sont nos problèmes d'inégalité de revenus. Nos sociétés sont marquées par des inégalités de revenus grandissantes et en particulier entre hommes et femmes. Et enfin, ce sont les contraintes sociétales. En Europe, continuent de perdurer des stéréotypes très forts sur le rôle des femmes qui handicapent bien évidemment leur accès et les frappent aussi de discrimination en matière d'habitat. Alors, ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire la question effectivement de la différence homme-femme, a bien sûr des impacts sur la situation d'habitat, que l'on peut résumer par 3 grandes dimensions du problème. La première, c'est bien sûr, et je l'ai répété, et je l'ai annoncé tout à l'heure, une barrière à l'accession à la propriété, voire même à la location, une surcharge des coûts du logement pour ce public et une qualité médiocre de l'habitat. Si l'on conjugue, et c'est ce qui se passe dans la réalité, si l'on additionne, si l'on multiplie l'ensemble de ces facteurs, on obtient une situation assez aggravante qui est soumise à des effets de renforcement. C'est le cercle vicieux dont je vous parlais en introduction. Il est donc important et même essentiel, si tant est que nous ayons encore du temps, de rompre ce cercle vicieux. Alors, la première condition, le premier aspect que je souhaiterais aborder avec vous à travers quelques chiffres, quelques statistiques, c'est bien entendu la question des situations, des ménages d'une seule personne. L'Europe est confrontée, les pays francophones singulièrement sont confrontés par une profonde transformation sociologique, celle de la montée des familles avec une seule personne, un seul adulte. Alors si les couples restent chez nous majoritaires, puisqu'il y a encore 3/5 de la population qui vit en couple, eh bien il y a aussi 2/5 qui vit seul avec ou sans enfants. Et c'est particulièrement la situation des familles, alors ma fille est un peu difficile à dire, j'imagine pour vous, mais je vous le commente en même temps. Dans les pays francophones, la part de population vivant en couple, notamment avec ou sans enfants, est encore proche de la moyenne européenne, puisqu'elle atteint plus de 2/3 en France, un peu moins en Suisse et un peu moins aussi en Belgique, environ 64%.
Ça veut dire qu'il nous reste aussi un peu plus d'un gros tiers, voire même de 40% de population, qui sont dans des situations de vie seule, qui sont en situation de vie monoparentale, et cela est particulièrement la source de difficultés en matière d'habitat, et cela expose fortement les femmes à des problèmes d'habitat. C'est un groupe que je qualifierais de groupe à risque en matière d'habitat, ça veut dire un groupe pour lequel il faut agir spécifiquement, il faut développer des solutions adaptées à ce groupe qui cumule beaucoup de difficultés. Alors, une famille monoparentale sur un peu moins de 3 Européens sur 20 vivent seuls. Les pays francophones sont dans la moyenne européenne pour ce qui les concerne. La France, la Belgique, la Suisse, bien sûr, et le Luxembourg sont dans cette moyenne. Alors, les femmes sont particulièrement affectées négativement, carencées dans leurs conditions d'habitat, donc elles sont majoritairement présentes dans la catégorie des familles monoparentales, ainsi que des personnes âgées vivant seules. Alors, c'est une slide, voilà, suivant. Non, là vous allez un peu trop vite. Si vous pouvez voilà, remonter, voilà, c'est celui-là. Et donc, en dehors des ménages donc, qui sont constitués en couple, je le disais, qui constituent encore une majorité, mais de plus en plus faible dans nos sociétés ou en perte de vitesse, eh bien, les conditions de logement des femmes et des hommes se distinguent dans ces familles monoparentales, dont on voit ici assez nettement que la proportion naturellement des mères seules est plus importante que celle des pères seuls. Hein, donc ce sont les barres de couleur rouge sur votre... c'est sur le cas particulier dans les familles monoparentales chez nous, qui les exposent à des situations difficiles et qui font qu'on peut parler d'un sort commun en matière, entre les pays francophones. Et je vois 3 points ou 3 solutions ou 3 objectifs qui devraient être encouragés notamment par les organismes fédérateurs comme le réseau Habitat et Francophonie, mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie. C'est que tous ensemble on travaille, à diminuer la surcharge des coûts du logement pour les familles monoparentales et les femmes vivant seules dans leur habitat, qu'on puisse améliorer l'accès à la propriété pour ce groupe de femmes qui sont trop exclues proportionnellement de ce type de statut, c'est-à-dire la propriété du logement, et enfin, bien sûr, conserver notre préoccupation pour la réduction des inégalités entre les pays en développant des systèmes de production que j'appelle solidaires, spécifiques à cette population, c'est-à-dire le logement communautaire, des prêts hypothécaires avec garantie pour les femmes et bien sûr développer l'hébergement avec accompagnement social spécifique. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Ça va comme ça? Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter trois projets d'intervention qui ont lieu, qui ont cours en HLM dans 3 régions du Québec. Ils sont centrés non pas sur l'habitat, mais sur les habitants. Je pense que c'est important de se rappeler que, bien sûr, le logement est un facteur important dans la lutte à la pauvreté et dans l'amélioration des conditions de vie. Mais l'expérience a bien démontré qu'un travail au niveau de l'habitat est insuffisant. Il faut également prévoir des activités, des interventions auprès des habitants si on désire atteindre nos objectifs. Alors, prochain plan de présentation. Je vais vous présenter quelques données statistiques sur les familles monoparentales au Québec. Ce sera bref, plus pour vous permettre de comprendre l'ampleur et de situer un peu le phénomène. Et je vais vous parler par la suite de 3 projets. Les 2 premiers s'adressent à des femmes monoparentales avec de jeunes enfants de 0,5 ans, alors que le 3e est destiné à une clientèle un petit peu plus large de familles avec des adolescents. Et en termes de conclusion, je tenterai d'identifier quels sont les traits communs, les facteurs de réussite également de ces projets. Alors, quelques données sur les familles monoparentales. 30% des familles
avec enfants sont des familles monoparentales au Québec. Le revenu médian des mères monoparentales est inférieur de 10 000 $, c'est-à-dire à peu près 4,5 millions de CFA, inférieur à celui des hommes monoparentaux. 40 000 familles monoparentales sont bénéficiaires d'aide sociale. L'aide sociale est une aide de dernier recours qui est disponible lorsque c'est le filet de sécurité sociale, en quelque sorte. C'est un revenu minimal qui permet la survie, mais tout juste la survie. 90% de ces familles monoparentales bénéficiaires d'aide sociale sont dirigées par une femme. 35% de l'ensemble des femmes monoparentales avec enfants paient trop cher pour se loger. Et en HLM, les ménages familiaux sont composés à 56% de familles monoparentales. Peut-être juste avant d'aborder le premier projet, je vous donne quelques chiffres pour situer l'ampleur. Le Québec est un pays riche lorsqu'on le compare à d'autres. Il en demeure pas moins qu'il y a des écarts de revenus qui sont très importants. Le revenu médian des familles au Québec est de 31 millions de CFA. En comparaison, le revenu des familles monoparentales est, lui, de 12 millions. Celui des mères seules est de 10 millions et demi. Et le revenu d'aide sociale dont je vous parlais tout à l'heure est de 9 millions. Donc, si on fait des proportions, on voit qu'on a une partie importante, 56% de nos familles monoparentales à HLM, qui vivent avec, grosso modo, un revenu qui est autour de 30% du revenu médian des ménages, des familles, c'est-à-dire du revenu médian des familles. Donc, il y a un écart qui est très important de ce point de vue-là. L'ensemble des projets que je vais vous présenter ont comme objectif de contribuer à briser le cercle de la pauvreté et à faire en sorte qu'on investit dans une prochaine génération qui aura davantage de chances d'obtenir et un revenu et une éducation qui leur permettra de fonctionner de façon autonome. Alors, le premier projet qui s'appelle « Mères avec pouvoir », les intervenants de ce projet-là disent parfois, et j'ai entendu des mères qui disaient la même chose, c'est le projet des mères sans papa, mais avec 3 P. P pour pouvoir, pour paix et pour projet de vie. Donc, je pense que ça illustre bien l'intention. L'objectif est de faire en sorte de réinsérer au niveau social, au niveau professionnel, des mères monoparentales qui ont de jeunes enfants et de fournir des meilleures conditions de vie à ces familles et d'assurer un développement optimal aux enfants. C'est un projet qui est issu de la coopération entre plusieurs milieux communautaires, institutionnels et universitaires également, qui fonctionne depuis 2001 dans un secteur défavorisé de Montréal. Alors, le projet vise à briser la spirale de pauvreté, le cercle de dépendance également, et vise également de faire en sorte que les enfants aient accès à un meilleur avenir. La réinsertion professionnelle, socio-professionnelle des mères est au cœur de tout ça. Le cadre théorique qui est sous-jacent à ce projet, c'est bien sûr une approche que je qualifierais d'écologique, où on s'attaque aux différents déterminants pour venir lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, ce projet, merci. Ce projet comporte 3 volets, un volet logement, un volet service de garde éducatif et un volet soutien individuel et de groupe. Ils sont intimement intégrés et l'un ne va pas sans l'autre. Le volet logement, ce projet
30 appartements qui sont offerts, 30 appartements de 2 chambres, donc 4 pièces, meublés, chauffés, offerts à 25% du revenu et sur une base temporaire de 3 ans. Par la suite, la femme, vous verrez les résultats, là, la grande partie se sont réintégrés et n'ont plus besoin d'aide. Le volet service de garde, lui, est en annexe au complexe où se situent les appartements. Il y a 80 places en service de garde, donc pas uniquement réservées à ce projet, pour éviter l'effet de ghettoisation. Les services de garde sont disponibles à coût minime grâce à une subvention gouvernementale et visent le développement harmonieux de l'enfant, la prévention également des retards de développement et se poursuit même une fois le projet terminé. Le volet soutien individuel et de groupe, lui, est fait en partenariat parce que les acteurs du logement ne sont pas des spécialistes d'intervention. Il y a d'intervention au niveau personnel, au niveau individuel. Série d'interventions qui est faite pour favoriser l'acquisition de compétences personnelles, de compétences professionnelles également, et pour développer, et c'est le cœur, un projet, ce qu'on appelle un projet de vie structurant. Donc, ça passe de l'insertion, réinsertion sociale, formation, intégration à l'emploi, selon les besoins des personnes. Tout ça dans le but de créer un environnement favorable. Je passe rapidement au niveau des principaux partenaires, simplement pour vous indiquer qu'il y a de nombreux organismes. J'attire votre attention sur le financement. Ce sont vraiment des montages financiers. L'État ne prend pas en charge l'ensemble de ces activités. Il y contribue, bien sûr, via l'Office municipal, la Ville de Montréal, etc. Mais il y a également des fondations privées, Desjardins, c'est une coopérative au niveau bancaire. Il y a des fondations également. Alors, c'est vraiment un montage financier, là, privé, public, et également levée de fonds. Là, le groupe a ses propres activités d'autofinancement. Oui, la précision est importante. Je vais juste essayer de me substituer à Malik Gaye, qui avait déjà déposé et rédigé sa présentation. C'est pas d'ailleurs pourquoi il m'a demandé de le faire, parce que c'est pas facile de remplacer Malik. C'est un grand militant de la société civile, ce que je ne suis pas, mais je vais tenter de le faire. Donc, Malik, je ne vais pas le lire textuellement, parce qu'il m'a autorisé quand même à le commenter aussi. Donc, Malik insiste beaucoup sur l'accès des jeunes et des femmes qui sont des composantes majeures des ménages les plus pauvres au logement. Et il pense que cette catégorie de la population est laissée en rade par les programmes et les politiques d'accès au logement. Et il précise que les jeunes et les femmes
sont au cœur du mécanisme qui fabrique la pauvreté. Alors que l'accès au logement est reconnu par le Pacte international des droits socio-économiques et culturels et par ailleurs fait partie des 19 indicateurs universels des progrès définis au chapitre de suivi et évaluation du programme pour l'habitat de ONU Habitat, plus connu sous Habitat Agenda, défini au sommet de Istanbul en 1996 et qui devrait être réalisé dans une année en Équateur, à Quito. Malik insiste aussi beaucoup sur le fait que les femmes et les jeunes sont quand même des acteurs assez dynamiques des économies locales, contrairement à ce que les statistiques souvent montrent. Il est maintenant prouvé que le produit urbain des établissements urbains représente aussi 60% du PNB dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et cette importance de l'économie populaire est mise en exergue par l'enquête nationale sur le secteur informel au Sénégal, qui donne un aperçu de quelques indicateurs mettant en évidence cette importance du secteur. Ce secteur a employé 2 216 717 personnes en 2010 au Sénégal, soit 48% de la population active. Il a produit 39% de la production nationale et créé 2 655 millions de francs CFA de valeur ajoutée, représentant 41,6% du PIB et 57% de la valeur ajoutée non agricole. La masse salariale totale versée au personnel dans ce secteur s'est chiffrée à 600 milliards avec un salaire mensuel moyen de 42 150 francs CFA. Et Malik met cela en parallèle en montrant que ce salaire ne permet pas pour la majorité des actifs de ce secteur d'accéder à un logement, étant donné le dernier rapport sur lequel nous travaillons, qui est le rapport pays de ONU du Sénégal en prévision du prochain sommet ONU, du prochain sommet Habitat 3, montre que le coût du logement social est estimé à une vingtaine de millions de francs CFA. Et pour quelqu'un qui gagne 42 150 000 francs CFA en moyenne, il est difficile d'établir une solvabilité. Et Malik insiste pour que le prochain sommet et la déclaration de notre rencontre du jour insistent sur ce fait pour montrer quand même que les politiques de logement ciblent plutôt la classe moyenne supérieure et les catégories riches de la population et laissent en rade les catégories vulnérables et pauvres. Et il propose que pour prendre en compte cette masse importante de la population, il faudrait revoir les mécanismes financiers. Il insiste sur l'actif de la BHS. Bon, je ne le dis pas parce que je suis proche, je suis à côté du directeur général, mais c'est Malik qui le dit. Il dit que le Fonds d'amélioration de l'habitat et de l'urbanisme, le FAIU au Sénégal, les subventions, l'assouplissement substantiel des conditions d'attribution de crédit logement, et nantissement du taux d'intérêt ou la bonification des taux d'escompte préférentiels, toutes mesures mises en œuvre par la BHS et d'autres acteurs, a été qualifié de meilleure pratique par le comité de pilotage des best practices de ONU Habitat et a fait objet d'un benchmarking au sein du groupe africain. Bon, Malik est un habitué de ces rencontres. Donc, il est convaincu qu'une décision doit être prise dans ce sens par le sommet des chefs d'État. Bon. Pour cela, Malik fait un diagnostic de ces difficultés d'accès du plus grand nombre au logement et il insiste particulièrement sur un certain nombre de politiques qui ont été mises en œuvre au Sénégal particulièrement, principalement l'élaboration de documents cadres de planification, la restructuration et la régularisation foncière, qui est donc une mesure d'amélioration des conditions d'habitat dans les villes, la réalisation des zones d'aménagement concertées, même si cette politique marque quand même un certain ralentissement, la production de logements et de parcelles en grand nombre, la lutte contre les inondations, l'aménagement et la restructuration des zones inondables, la promotion des pôles de développement pour la réalisation d'équipements et d'infrastructures structurants et la création d'emplois et de génération de revenus à travers l'habitat et la production de logements.
Dans les pays en développement, la mise en valeur du crédit hypothécaire est très faible. Donc Malik fait un diagnostic aussi du fait que le financement présente un certain nombre de difficultés, cela est vrai. Moins de 5% de la population contre environ 40% dans les pays développés. L'intervention sur certains marchés du secteur de la microfinance est très faible, même si ce secteur est particulièrement dynamique pour financer les groupes vulnérables dans le domaine des petites activités génératrices de revenus. Il est très peu présent dans le domaine du logement. Cela est lié, comme il le soulignera plus tard dans sa communication, par l'absence de financement à long terme du fait du défaut de ressources longues. Malik, toujours dans ce diagnostic, insiste sur les risques de crédit très élevés, cela va de pair pour les pauvres, du manque de culture financière des ménages à faible revenu, c'est aussi une capacité d'épargne très faible, même s'ils avaient la culture, des difficultés d'enregistrement des créances, du coût et des délais en général. Et pour cela, il propose un certain nombre de solutions du côté de l'offre, les difficultés d'accès au foncier et aux droits de propriété, il faudrait les lever, les obstacles d'ordre réglementaire liés à l'enrichissement des titres et à la réglementation de l'urbanisme qui sont souvent dépassés par les réalités. Pour relever ces défis, il faut procéder à une rupture. Cette rupture devrait concerner tous les acteurs, principalement les ménages, les institutions financières, les développeurs. Le concept est en vogue avec la politique des pôles urbains. Tous les gens qui investissent là-bas, on les appelle des développeurs. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont pas les seuls. Les entreprises de construction et les municipalités, qui sont aussi très faibles de ce point de vue, je pense, en matière de politique locale d'habitat. Pratiquement, on a très peu rarement vu des municipalités entreprendre, même si c'est de concert avec des acteurs privés, des politiques locales d'habitat. Malik termine son intervention en insistant beaucoup sur des bonnes pratiques dans certains pays africains, principalement au Ghana, où cette catégorie de la population a été prise en compte depuis quelques années dans les politiques d'accès au logement par la mise en place de fonds de garantie. Nous-mêmes, nous avions appuyé le Ghana, à l'époque le Sénégal était un peu éligible, mais finalement, du fait de retard dans la réponse, finalement, on nous a laissé en rade. Mais ils avaient mis en place un fonds de garantie qui continue chaque année à réaliser un certain nombre de logements en catégorie, pour la catégorie des ménages les plus vulnérables qui sont exclus du système officiel du fait des difficultés à prouver leur solvabilité ou du fait des difficultés à assurer la régularité de leurs revenus, même si ces revenus peuvent être très importants, comme il a montré Malik dans les statistiques qu'il a données au début de son intervention sur la vigueur du secteur informel. Pour finir, il prône, c'est à l'image de son background, il prône la force d'un modèle non bancaire pour le financement de l'habitat. Voilà en substance, je vous ai fait l'économie, je ne vous ai pas fait une lecture complète de la communication de Malik, je vous ai fait l'économie de sa communication, mais je ne saurais le remplacer, étant donné qu'il a été formaté société civile, là où moi je suis plutôt assez mesuré dans mes convictions. Voilà, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci Madame Gall, merci pour le réseau Habitat Francophonie pour avoir invité la CCG afin de présenter cette expérience marocaine en matière, je dirais, de garantie certes, mais aussi en matière de logement social de manière générale, parce que la garantie ne peut pas aller toute seule, c'est toute une politique globale et cohérente qui doit être menée par le pouvoir public afin de réussir le projet logement social. Et la garantie n'est qu'une composante, d'un système qui doit aller ensemble, qui doit progresser ensemble et réussir ensemble. Voilà, avant de parler du produit lui-même Fougarim, il convient quand même de vous parler un petit peu d'histoire au bout du Maroc et comment ça a évolué pour aboutir finalement à un système tel que Fougarim. Il y a une présentation, une projection normalement. On va vous parler un petit peu de
comme j'ai dit, du contexte qui régnait au départ et qui... c'est bon? Voilà. Donc je vais commencer par parler un petit peu de l'historique, puis je parlerai du fonds Damastaken, puis des chiffres, les qualités du portefeuille, les facteurs de succès, les risques aussi, c'est important, et les évolutions et les perspectives d'évolution. Bon, je crois que, comme j'ai dit, l'objectif de tout pays, c'est le développement socio-économique qui, sans la question de l'habitat, ne peut pas avoir lieu. Donc, l'habitat est une composante transversale qui impacte pratiquement tous les autres éléments, tous les autres facteurs du développement social. Ce matin, on a exposé des politiques qui visent à réduire la pauvreté, et je crois qu'on ne peut pas réduire la pauvreté sans passer par la mise en place de logements décents à même de répondre à un besoin pressant dans les sociétés telles que la nôtre. D'ailleurs, nos sociétés des pays africains se ressemblent beaucoup, nous avons beaucoup d'informels, et du coup, les politiques doivent se ressembler aussi. Toute politique de logement optimisée ne peut pas ignorer deux composantes. Il y a le volet offre. Donc, on ne peut pas mettre en place une politique sociale sans mettre en place l'offre nécessaire qui répond à un besoin qui se manifeste sur le terrain. Et bien sûr, quand on met en place une offre, il faut stimuler la demande. Et cette demande ne peut pas être stimulée non plus sans qu'il y ait une volonté politique de l'État. Comme j'ai dit, donc, le logement social, si on le laisse à la volonté du marché seul, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait des actions et des mesures concrètes de la part des gouvernements afin d'encourager et de favoriser et de développer le logement social dans ces deux composantes, à la fois l'offre et la demande. Et on va voir comment le Maroc a pu répondre à cette question d'offre et de demande. Donc, on a d'un côté le besoin en logement et de l'autre côté l'offre en logement. Alors, comment le besoin en logement se crée? Donc, on a un accroissement du nombre de ménages. C'est un accroissement naturel, normal. Tous les ans, il y a de nouveaux ménages qui se créent. On a aussi des ménages qui habitent dans des logements insalubres. Il y en a au Maroc, il y en a beaucoup, donc on va voir le chiffre. Et des ménages qui habitent, c'est la copropriété, dans des logements, dans un seul logement, on trouve plusieurs familles qui habitent dans le logement. Et on a des logements vétustes. Ce sont des logements, c'est HMR chez nous, donc c'est l'habitat dans les c'est des logements qui présentent un grand danger pour les habitants et auxquels on doit trouver des solutions imminentes. Et chez nous, au Maroc, la dernière sortie de notre ministère de l'Habitat, il a parlé de cette problématique de l'habitat Manassaroui qui présente un grand problème au niveau du Maroc. Il y a l'offre de logement, donc il y a le besoin et l'offre. Alors l'offre, c'est la production du logement sur le marché, sur le marché qui est produit, mais comme j'ai dit, le marché tout seul ne peut pas, à lui seul, répondre à cette question d'offre de logement social. Le marché est là pour le profit, et je crois que le logement social n'est pas là pour générer du profit pour les promoteurs. Il peut le faire grâce à l'appui de l'État, grâce à des avantages fiscaux qu'on va voir par la suite. Et du coup, la production de logements encouragée par l'État. Donc, et là, ça concerne directement le logement social. Et bien sûr, les programmes spéciaux de relogement et de recasement. Et là, je fais allusion ici au programme qu'on appelle chez nous VSP, Ville sans bidonville. C'est le programme qui a été
entamée par l'État marocain depuis une dizaine d'années, ou même plus, pour résorber tout ce qui est bidonville au Maroc, qui se chiffre quand même en 2004, on était à environ plus d'1 million d'unités bidonvilloises au niveau du Maroc. Alors, quelques données sur les besoins en logement au Maroc. Donc, annuellement, il y a en moyenne 170 000 besoins qui se créent annuellement, dont 132 000 au milieu urbain. Bien sûr, ces besoins-là, ils ont évolué. Chaque année, bon, il y a la Cour qui trace un petit peu le nombre de logements qui s'avèrent nécessaires au fil du temps. Alors, sur ces besoins-là, on distingue deux types de logements. Il y a le bidonville dont j'ai parlé. Actuellement, nous sommes à plus de 295 000, alors qu'on était à des millions, comme j'ai dit, 1 million, environ 1 million, il y a quelques années. C'est pour vous dire quand même que la politique en matière de logement social, elle a donné de bons résultats. Ce n'est pas le résultat qu'on s'attendait. On s'attendait, normalement, le programme qui a été mis en place, il visait à résorber complètement l'habitat insalubre, surtout les bidonvilles, en 2010. Ça n'a pas été le cas, parce que c'est très compliqué. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, il y a plusieurs départements qui interviennent. Il n'y a pas que le ministère de l'Habitat, il y a aussi l'Intérieur. Bon, c'est pas évident, surtout que jusqu'en l'année 2012-2013, on était à moins que ça, franchement. 2011, 2012, on était moins que ça, mais avec le printemps arabe, il y avait un certain relâchement par rapport au contrôle sur place des constructions de bidonvilles. Et du coup, on a constaté quand même qu'il y a une petite reprise des bidonvilles, alors que normalement, la réglementation qui a été instaurée, c'est l'interdiction de création de nouveaux bidonvillois et de nouvelles entités bidonvilloises. C'est une interdiction sévère. Cette interdiction s'est un petit peu relâchée, comme j'ai dit, avec le printemps arabe. Maintenant, on revient à la charge. Maintenant, le printemps arabe, on considère que c'est fini, quoi. Donc, il y a cette composante bidonvilloise, comme j'ai dit, c'est 295 000 entités. Et il y a l'habitat maintenant, c'est HMR. Au Maroc, actuellement, il y a plus de 57 000 habitants de sans ruines. Contrairement au VSB, ce volet-là, habitant de sans ruines, il est là, mais le programme pour éradiquer l'habitat de sans ruines, il est récent. On vient de mettre en place les programmes nécessaires et nous sommes en train, avec le ministère des Finances et le ministère de l'Habitat, d'inclure ces bénéficiaires habitants de sans ruines dans le bénéfice du FOGARI, parce que on verra après, pour bénéficier du FOGARI, il y a des conditions. Parmi les conditions, c'est de ne pas être propriétaire. C'est normal, puisque c'est le logement principal qui est concerné. Et comme ces gens-là, ils sont propriétaires d'un logement qui est vétuste, ils sont propriétaires quand même, donc ils se